Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la POC, édition du 19 juin 2025. Rio avec vous et avec moi cette semaine, Jean-Philippe Vandal, qui est sur mute et qui essaie de parler pendant qu'il est sur mute. Coucou les amis, je suis un gros calme. Et on a aussi celui que vous entendez se marrer, Marc Bondé. Let's go! C'est moi! Mais cette semaine, je suis pas bandé pantoute. No! Ben voyons. Zéro bandé. Marc Voyons, Mimol. Ben là, tabarnak, c'est ça, là. As-tu besoin de vous faire un dessin, esti? Les hosties de Panthers ont gagné la coupe, là. Ah, je pensais que c'était une affaire de quarantaine. Puis que... Non, pas en tout. Je suis encore dans la trentaine, moi, là. Fait Ok, que, ouais, ben c'est ça. De ce côté-là, ça va bien, mais j'ai un petit peu de bandé l'autre jour. Ben, l'autre jour. Ça fait pas longtemps, là, mais je suis encore en deuil. Marc Mimol. Marc Mimol cette semaine. Pour vous, mesdames, messieurs. Surtout ouais, les ben messieurs. tu vois, le fan des Oilers ici, genre, j'ai comme accepté la défaite parce que ils ont juste pas été dedans. Ouais. Ils n'ont pas été dans le coup. Ce que j'ai dit à Vandal cette semaine, j'ai l'impression que cette équipe-là sera jamais assez bonne pour Connor McDavid. Mathieu Tkachuk en a sorti une bonne, c'est marqué Hey, ça, là. Tabarnak! 19 juin. Wow! Il a eu totalement raison dans une de ses entrevues d'après-match. Je ne me rappelle plus ses termes exacts, mais ça sonnait comme... Tu sais, c'est que l'affaire, c'est que le reste de l'équipe regarde Connor puis attend de voir ce que Connor fait. Exact. Ouais. C'est exactement ça. Puis les Panthers le savaient. Ouais, puis ils l'ont marqué solidement. Est-ce qu'il n'y avait aucun espace? Puis, tu sais, je vous ai souvent dit que j'ai une relation d'amour-haine avec Léon Draisaitl. Mais match 5 et 6, vous avez compris pourquoi. J'ai une relation amour-haine avec lui. Il est capable de prendre le contrôle d'un match comme c'est pas possible, mais il est capable d'être effacé comme le Christ. Pendant que McDavid était aussi bien couvert, c'est lui qui aurait dû prendre le lead de cette équipe-là. Il aurait dû les faire payer de surveiller McDavid à ce point-là, puis il ne l'a pas fait. Ouais, parce que quand il était à 3 sur McDavid, là, ben c'est pas vrai qu'il y en avait 2 sur Draisaitl, tu sais. Puis s'il y en avait 2 sur Draisaitl, ben il restait 3 autres joueurs qui n'avaient pas une petite shot dessus. Puis j'étais déjà un gros fan de Gustav Forsling, mais dans cette série-là, il a tellement fait un travail énorme contre McDavid. Là. Il est pas sexy comme défenseur, mais calisse qui est efficace. Ah, ça n'a pas d'allure. C'est Pour vrai, le nombre de chances de marquer. En fait, il n'y en avait pas de chances de marquer parce qu'il coupait les angles de passe, coupait les angles de tir, Il était tout le temps dans culotte. Il était tout le temps dans les culottes à McDavid. Il n'y avait pas moyen qu'il fasse quoi que ce soit sans avoir Forsling d'impact. On dirait qu'il y a 8 bras, 8 bâtons. Un homme qui a une culotte d'un autre homme, ça marque pas bandé, ça l'excite en tabarnak. Ouais, ça, j'avoue, ce bout-là, il m'a quand même fait bander. Mais Forsling, ce qui est fou, c'est de dire que les Panthers ont ramassé ça au balotage. Ouais. C'est assez malade. Les Hurricanes ont laissé ça passer, puis les autres, ils ont tombé là-dessus. Puis c'est un gros responsable des 2 dernières coupes, pour vrai. L'année passée, il a aussi été excellent. T'sais, c'est pas juste lui, là, on s'entend. Là. Et c'est quelque chose qui me fait rire quand j'entends le monde blaster les Panthers, puis de remettre ça en... c'est à cause de la Floride, puis ils peuvent signer les joueurs qu'ils veulent. Si tu regardes le line-up, ils ont tous été chercher des joueurs par échange ou ils les ont repêchés. Ils ont fait un bon travail. Là. Oui, il y a des joueurs qui probablement qui ont réussi à se faire échanger, qu'ils n'auraient pas réussi nécessairement, mais ils ont fait un solide travail. Ils ont une belle équipe. Ça a bien été bâti. Il y a pas mal juste Bobrovski qui a été signé comme agent libre dans ce club-là, puis ils l'ont payé en tabarouette. Là. Il n'y a pas eu un rabais dessus, là, à 10 millions par année. Là. Non. Ils l'ont payé plein prix. Puis, tu sais, on s'est souvent fait casser les oreilles sur le tanking, puis tout la kit, puis j'ai ramassé des statistiques sur ça, justement. J'ai vu ça passer.
Pas pour chier dessus, mais tu sais, on a eu un ancien animateur ici qui était. Ouais, ben j'allais mentionner qu'il y a un ancien animateur qui était assez fan du tanking. Ouais. Mais si on regarde là, chez les Panthers, OK? Qui a joué des gros rôles dans ces playoffs-là? Brad Marchand, acquis des Bruins. Tkachuk, transaction. Acquis. Bobrovski, acquis aussi. Sam Bennett, transaction. Sam Reinhart, transaction. Seth Jones, transaction. Carter Verhaeghe, transaction. Je veux juste vous rappeler aussi Forsling qui a été ramassé aussi comme on l'a dit. Ouais. Tu as à peu près juste Ekblad puis Barkov dans les joueurs d'impact actuels. Là. Ben, tu sais, tu as Lundell aussi qu'on va inclure. Oui, Lundell qui va. Mais c'est les trois. C'est les trois qui font partie de ça que c'est des homegrown talents, là, tu sais. Moi, je pense que tu en oublies un gros, là. Un de leurs meilleurs défenseurs, là. Kulikov, qui ont repêché eux autres mêmes. Bon, il a fait 27 équipes entre aujourd'hui et quand il a été repêché. Mais c'est eux autres qui l'ont repêché à base. Mais tu sais, je vais le dire, moi le premier, quand il avait fait l'échange pour Matthew Tkachuk, j'étais comme... OK, dis John, explique deux conjoints qui se mettent ensemble, là. Hey, dis John, explique. Excusez, j'ai vraiment juste accroché le piton comme un épée. Se faire couper par les deux innocents, il y a pire que ça dans la vie. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est dans le fond, Matthew Tkachuk, effectivement, au début, on était comme, OK, ils ont donné Huberdeau et Weegar. Tu sais, on était comme tous super surpris qu'ils aient donné 2 joueurs de cet impact-là. Mais finalement, tabarouette, tu regardes l'identité de cette équipe-là, puis même si on peut y reprocher n'importe quoi, Matthew Tkachuk qui fit à 100% dans cette identité-là des Panthers de la Floride. Ben, j'irais même jusqu'à dire que c'est lui qui a amené l'identité des Panthers. Oui, puis Sam Bennett est venu se greffer. Puis, ça fait 2 fois que je fais des compliments à ce style-là. Là. Ça va mal. Là. Ça va pas bien, mais en même temps, le gars ne peut pas gagner 2 Coupes Stanley back-à-back et avoir rien à voir là-dedans. Là. Je veux dire, il y a sa part de... Ah oui. Il y a sa part de dans ce succès-là, il y a quelque chose à voir. Je veux dire, c'est pas... ça n'a pas été un passager dans cette équipe-là. Là. Il a vraiment fait partie des gars qui ont tiré cette équipe-là. Ça n'a pas été un passager, mais c'est là que tout s'est joué dans cette série-là. Le middle six des Panthers a gagné cette série-là. Ah, ben oui. Ouais, aucun doute là-dessus. Le deuxième, troisième trio a gagné cette série-là parce que le premier trio de Barkov, ben on l'a vu, là, sa main était décrissée. Ouais. Tkachuk est tout décrissé aussi. Là. Ouais. Lui, c'était à l'abdomen, puis tout le kit. En tout cas, il y a comme plusieurs trucs. Fait que c'est le deuxième et le troisième trio. Pendant que du côté des Oilers, où était Adam Henry qui a été si bon l'an dernier? Ouais. Mais il a été horrible. On ne l'a pas vu. Puis quand on le voyait, c'était pas pour les bonnes raisons. Ouais. C'est ça qui arrive quand tu prends des joueurs vieillissants aussi. Tu sais, comme tu disais, le core six, c'est tous des gars de 27, 28, 29 ans dans ce coin-là. Edmonton, les joueurs qui vont chercher, c'est tout le temps des vieux en été là. C'est des Skinner, Arvidsson, Henry. C'est tout le monde qui ont dépassé la trentaine que t'es comme. Ah, ils ont eu des bonnes saisons. On espère que ça continue. Puis les trois ont été des déceptions cette année. Puis c'est pas tant surprenant. Ils vont racler littéralement dans les poubelles. Puis ils espèrent que ça va fonctionner. Puis des fois, ça fonctionne un peu. Mais tu peux pas juste faire ça. Là, bâtir un club avec des vedettes. Puis après ça, ramasser des fonds de boîte. Puis espérer que tout fonctionne. Là. Les Panthers sont vraiment allés chercher du talent. Puis ça fonctionne. Ils ont ramassé longtemps. Brad Marchand contre à peu près rien. Brad Marchand que, si on se rappelle à la date limite des transactions, on avait toutes des réserves en se disant ils sont allés chercher le Brad Marchand du Four Nations. Ça leur sert absolument à rien. Mais clairement, ils sont allés chercher le Brad Marchand de 2011. Là. Ah oui, clairement. Et Brad Marchand, lui, il a gagné son pari en faisant ça. Là. Clairement, avant la transaction, c'est un gars qui allait chercher un contrat de 4-5 millions. Puis là, il risque d'aller chercher dans 7, 8, 9, tout dépendant de ce qu'il veut faire, s'il veut rester avec les Panthers, s'il veut profiter de le fait qu'il soit agent libre. Mais là, il
il peut aller chercher des gros sous encore pour un 3-4 ans assez facilement. Là. Mais moi, je pense pas qu'il va aller chercher des gros sous. Je pense qu'il va rester là. Je pense que oui aussi, mais il a trouvé son identité. Écoute, il ne peut pas mieux fitter dans cette équipe d'enculés-là en tant qu'enculé en chef ou Rat King, comme il se fait appeler. Là. Je sais pas, je te l'avais envoyé à Rio. Là. Toutes les célébrations qu'ils ont faites là, au bar, puis que la foule commence à crier « Thank you, Boston », puis ils crient avec un autre, puis tout ça, c'était malade, là, je veux dire. C'est ça l'identité des Panthers, puis c'est parfait comme ça. Là. Hey, à 8 h le matin, il était au Elbow Room. Là. Ah oui, c'est marrant. C'est vraiment fou, là, tout ce qu'ils ont fait. C'est une équipe c'est une équipe haïssable, mais tu n'as pas le choix d'admirer ce qu'ils ont fait pareil. Là. L'équipe est vraiment bien montée. Est-ce que, je pose la question, puis ça me fait mal de poser la question, mais il faut que je sois objectif dans toutes mes affaires, là, même si je les haïs. Là. Est-ce que Bill Zito est dans le top 5 des meilleurs GM de l'histoire? Pour avoir monté une équipe comme ça avec le salary cap? Oui, c'est ça qui est impressionnant. Fait que... Moi, je l'haïssais, je le trouvais trop émotif. Je trouvais vraiment qu'il avait l'air d'un enfant à qui on avait volé sa sucette là, les fois qu'il n'avait pas gagné, justement, en playoff. Tu sais, pour vrai, c'était vraiment un gars que je trouvais trop émotif. J'étais sûr que ça ne marcherait pas à cause de ça. Je le trouvais vraiment comme ça, vraiment trop émotif. Puis je pensais qu'il allait comme paniquer et qu'il allait faire des trades complètement innocents. Mais il faut admettre que ce qu'il fait jusqu'à maintenant avec l'équipe, ben ça mérite d'être considéré comme un des meilleurs GM, définitivement. Parlant de sucette, celui à qui on en ferait dans le coup, vient juste de se joindre à nous autres. Eduardo Ponce est avec nous autres. Tu en ferais dans mon cou? Dans ton cou ou dans ton cou? Mon cou. Ton cou ou dans ton le cou, là! C'est comme tout. Va te laver, tu sens les coups? Ouais, voilà. Ça va la ponceuse? Wow. Ça va les boys? Ouais. On est en train de décortiquer ça. Puis la question que je venais de poser aux boys, je vais te mettre on the spot en partant. Parce qu'on parlait comment que il y a beaucoup de gens qui sont adeptes du tanking et tout, puis on a fait. J'ai sorti une liste des meilleurs joueurs des Panthers qui ont été acquis via transaction, qui ne viennent pas de choix de repêchage des Panthers. Est-ce que Bill Zito est dans le top 5 des meilleurs GM, considérant qu'est-ce qu'il vient de faire à l'ère du cap salarial? Ben oui, t'as pas le choix. Cette équipe-là, en plus, ils ont... Puis je parle pas du top 5 actuel, là, je parle de l'histoire. All-time. Moi, je pense que cette équipe-là se compare aux meilleures équipes de les Islanders des années 80, les Oilers des années 80. Ils ont fait plus que 90 buts en playoff. Il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça dans l'histoire. Je vais vous en parler dans l'après-show aussi avec des fun facts. Mais ben oui, c'est la façon que ça a été construit. Puis tu sais, oui, il y a eu beaucoup d'échanges, mais ils ont utilisé des top picks pour faire des échanges également. Ouais, comme Huberdeau a été utilisé pour Tkachuk. C'est Spencer Knight, excuse-moi, Spencer Knight qui a été utilisé pour Seth Jones. Fait que c'est des picks hauts qu'ils ont eu. Tu as donné finalement un first pour Brad Marchand. Ouais. Ben ça, c'est n'importe qui. N'importe qui aurait fait ça. Quant à moi, surtout dans leur situation, eux autres, Brad Marchand sur une troisième ligne, c'était du gros luxe là, pour eux autres. C'est des. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont. Il reste pas beaucoup de monde de high pick qui ont drafté dans leur équipe, mais ils ont utilisé ces picks-là pour amener du bon monde dans leur équipe. Mais c'est faire les bonnes transactions au bon moment. Ouais. C'est fou c'est ça. On a parlé du trade d'Huberdeau, comment il a bien réussi à le vendre. Spencer Knight, qu'on ne sait pas trop ce qui s'en va. Finalement, tu vas te chercher un Seth Jones qui allait nulle part, puis finalement, il est venu te donner un gros coup de main en playoff en fin de saison. Ouais. C'est bon move par-dessus bon move. Je pense même juste quand il y a... Je ne me rappelle plus c'est quel coach qui a mis dehors pour faire venir Paul Maurice. C'était bon aussi. Là, il est allé chercher le coach. Brunette qui a mis dehors? Oui, je pense que oui. Puis, c'est d'aller mettre le bon coach avec sa gang de joueurs, de bien greffer les joueurs autour de ça. Je pense que ça a vraiment été fait d'une façon incroyable, puis tout a fité.
est-ce que ça va toffer encore? On parle, il y en a qui, c'est l'ostination du moment. Là. Est-ce que les Panthers sont une dynastie? Est-ce que c'est pas une dynastie encore? Ça reste à moi, je trouve qu'on a le mot dynastie fort rapidement. La dernière vraie dynastie, là, c'était les Canadiens des années 60-70. Parce que pour avoir une dynastie, ça prend, comme il faut que tu gagnes beaucoup. Là, comme tu passes le bâton à d'autres joueurs, qu'eux autres gagnent beaucoup après. T'sais. Fait comme tu avais l'ère Jean Béliveau, mettons, qui ont passé ça à l'ère, disons, Guy Lafleur. T'sais. Ça, c'est une dynastie en tant que telle. En vraie définition. Là. Définition de sport, on est rendu maintenant que tu en gagnes 2, tu es quasiment une dynastie. Ben, c'est tellement différent aussi. Je veux dire, là, tu es rendu à 32 équipes, tu es rendu avec un cap salarial. Donc, je pense pas qu'on va jamais voir ça, 6 Coupes Stanley en ligne ou des. Tu sais, moi, selon moi, les dernières dynasties. Non, mais dans le temps, les autres équipes, il y avait la même option que les Canadiens, tu sais. Puis ils l'ont pas fait. Un coup que tu avais la bonne équipe, tu étais au top, c'était plus facile de rester là. Puis effectivement, il y a les autres qui l'ont pas fait. Mais là, c'est. Mais fallait que tu te rendes. C'est plus dur que jamais, là. Je veux dire, surtout avec le cap salarial, un coup, tu es rendu au top. Tout le monde vient de voler tes joueurs demandent plus d'argent. On l'a vu avec les Lightning, qui étaient une des grosses puissances il n'y a pas si longtemps, qui se sont fait voler tous leurs joueurs, puis ont été débarrassés de tout le monde. Puis finalement, là, c'est rendu une équipe qui a la misère à passer à la première ronde. Ouais. Back-to-back, c'est un bel accomplissement. Puis juste pour revenir au tanking, c'est bien beau le tanking, là, mais il faut que tu draftes le bon monde aussi. Ouais. Columbus, il tank volontairement ou involontairement depuis qu'ils sont dans la ligue, puis ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Ils ont passé à la première ronde une fois, si je ne me trompe pas. Puis, il y a Marc Mandé qui nous en parle souvent. Je veux dire, Marc Mimol qui nous en parle souvent sur le show. Mais tu sais, qu'à un moment donné, il faut que tu trouves le bon point où ce que, tu sais, oui, tu teignes, puis mais c'est quand tu commences à avoir des bons joueurs puis que tu transformes ça en... Faut que tu commences à gagner et avoir des leaders dans ton club. C'est souvent ce bout-là qui est dur à trouver puis de dire, bon, ben là, on commence à acheter des assets, on commence à trader nos choix de 2, 3 puis peut-être des firsts pour mettre des vétérans dans cette équipe-là pour gagner tout de suite. C'est là que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas capables de faire le switch dans les éternels tankers. Ouais, c'est pas évident à mener de dire, tu sais, là, j'ai mon vétéran-là à défense, je ne le traderai pas, mais tu peux pas aller chercher des vétérans avec des choix de 3 puis quelqu'un qui va être bon dans ton équipe tout de suite. À un moment donné, il faut que tu payes, puis c'est ça qui est dur à un moment donné de faire le switch. Oui, en effet. Je trouve que Dynasty est galvaudé trop facilement en ce moment. Si on gagne une troisième, là, on va pouvoir commencer à jaser. On pourra commencer à jaser parce que dans un salary cap era, on pourra commencer à en jaser. Parce que pour moi, les dernières années, il n'est pas obligé d'être l'année prochaine. Là. Si c'est dans les 2 prochaines années, on va pouvoir commencer à parler d'une dynastie parce qu'ils ont fait les frais de la finale l'année précédente aussi. Ouais. Faut pas l'oublier. Fait que, tu sais, ça commence oui, puis regarde, pour moi, la dernière dynastie, ça a été les Oilers. De 84 à 90. Ben, tu sais, ils ont 5 Coupes Stanley sur ces 7 saisons-là. Là. Ouais, mais j'avais plus que 2 dessus. Non, en effet. En effet. Puis sinon, tu as eu les Islanders de 79 à 83 avec 4 de suite. Puis avant ça, oui, tu as eu Montréal, mais tu sais, c'est ça. Parce que je suis pas prêt parce que si eux sont une dynastie, ça veut dire que le Lightning a été une dynastie, puis je suis pas d'accord. Les Penguins. Est-ce que les Panthers ont tout pour en devenir une? Je pense que oui. Parce que selon moi, ils ne perdent pas grand monde là, cette année. Ils ont un gros choix à faire entre Sam Bennett et Aaron Ekblad. C'est ce que je dirais. Ben, Ekblad, il reste une autre année. Ces 2 gars-là. Non, ultimement, s'ils veulent garder tout le monde, il faut qu'ils fassent un choix entre ces 2-là. Mais moi, je pense que ces gars-là vont... parce que c'est avantageux pour eux autres de rester en Floride. Puis je pense qu'Ekblad, il n'est pas nécessairement dans la situation de demander la lune. Je pense que s'il garde le salaire qu'il a là, il va être bien heureux. Puis je pense que Brad Marchand va accepter de rester là à rabais. Possiblement. Fait que moi, je pense qu'il ne perd pas grand. À faire, ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain. Au moins un choix difficile à faire.
En ce moment, il te reste 19 millions. Faut que tu signes. Ekblad n'est pas signé. Ekblad est UFA. C'est ça. Okay. Bennett, Marchand puis Ekblad avec 19 millions, ça fait serrer. Ça fait serrer, mais si tu parles aux trois, tu lui dis, garde, je donne tant à lui, tant à toi, puis tant à moi, je pense que Marchand va accepter de rester là à genre 4. Ça se peut. Pour vrai, c'est... 4, parce que partout ailleurs, il va aller chercher quoi? 5-6? Mais avec... pas avec une équipe contender. Là. Probablement pas. Puis avec les impôts de la Floride, il va être bien plus gagnant d'accepter un 4 ans. Un 4 millions par année, un 3,5-4. Il va être bien plus gagnant là. Ekblad, c'est la même chose. Est-ce qu'il va être mieux d'aller chercher 8-9 ailleurs ou d'accepter 6 là puis de peut-être rajouter son nom sur la Coupe Stanley encore? Ça va être intéressant de voir, mais ça... les joueurs ils viennent d'en gagner 2. Est-ce qu'ils sont full craqués d'en gagner une 3e? On ne connaît pas leur situation salariale aussi. Ils ont besoin d'argent. Brad Marchand, il a 37 ans. Je ne sais pas son compte de banque a de l'air à quoi en ce moment. Si le gars il a dépensé en fou puis il a besoin de se stacker pour une retraite, il n'acceptera pas moins d'argent juste. Je sais pas, mais si tu regardais ses vidéos, les vidéos de lui qui sont passées les 2 dernières journées, d'après moi, ça y a coûté cher en boisson. Ah, ben j'espère que ça y a coûté cher. Puis, parce que plus que les journées avancent, plus que les yeux petits. Puis c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ça. Exact. Mais ça, c'est correct aussi. Puis j'ai aucune idée c'est quoi les finances de Brad Marchand. D'après moi, il est bien correct. Là, mais je veux dire, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a une facture de Dairy Queen qui se promène parce que c'est comme connu. J'ai pas vu. Ils ont comme une facture de Dairy Queen, genre de 38 000 $ ou quelque chose de genre. Hein. Je l'ai vu passer. J'ai pas été capable de trouver si c'était 100% vrai. Je trouve ça un peu... 3000 blizzards. Tu sais, moi... Je trouve que c'est comme impossible, même pour le Dairy Queen, de faire ça. Moi, je pense que ça doit être leur bill pour la saison. T'achètes pas une franchise de Dairy Queen pour 38 000 $? Moi, je pense que ça doit être leur bill pour la saison. Ça se pourrait. Ça serait logique. Mais pour parce que dans une soirée, j'ai travaillé chez Dairy Queen, OK? Faire un blizzard, habituellement, tu as 2 machines à blizzard dans un Dairy Queen qui marche bien, là. OK? Mais mettons que tu en as 3, OK? Tu as besoin d'au moins 1 à 2 minutes par blizzard. Fait que pour faire tes 3000 blizzards dans la même soirée, là, c'est impossible. C'est juste impossible. En temps, ça n'existe pas. Non, il y a des gâteaux qui ont été achetés. Bref, il y a genre cette facture-là. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais moi, je pense que ça doit être plus une facture pour la saison. Oui, ça serait logique. Genre le running bill pour la saison. Parce que des gâteaux, il faut que tu les commandes d'avance. Ils ne peuvent pas faire 400 gâteaux. C'est juste impossible non plus. Là. Non, mais des fois, il y en a dans le congélateur. Oh, oui, mais t'en as 20, t'en as pas 400. Oui, mais c'est ça, parce que sa facture, je pense qu'il y en avait 389, genre, là, tu sais. Ouais, une histoire qui n'a pas de crise de bon sens, là, tu sais. Peut-être qu'il y en avait commandé avec des pépites d'or dessus puis des billets de 100$ dessus. Ah, ouais, mais il y en avait 389 pareil parce que tu vois le nombre qu'ils ont commandé, c'est comme. Puis tu sais, même 389, là, c'est comme plus que 1 par jour. Ouais, quand même. Tabarnak. C'est de la crème en glace en esti, comme dirait ma belle-mère. Ah oui, ils sont bons, les gâteaux Dairy Queen, par exemple. Ils sont excellents. Vous avez déjà goûté, là? Ah, oui, c'est bon. Dairy Queen, si vous voulez nous commanditer, on est là. La podcast @outlook.com. En plus, tu peux les commander avec le logo de ton équipe de la NHL dessus. Oui. Moi, j'ai déjà été... j'avais un de mes amis, genre, que sa blonde, il est en médecine. Puis sa blonde, il s'en occupait pas bien. Puis tout ce qu'elle avait demandé pour sa fête, c'est « Je veux un gâteau Dairy Queen. C'est tout ce que je veux. » Fait qu'on était à son party de fête, puis un moment donné, il me pogne, puis il fait comme « Vandal, viens-t'en. C'est qu'il y a là. Faut monter au Dairy Queen. J'ai oublié le calice de gâteau. » Fait que là, tout le long qu'on est dans le char, il est comme « Faut qu'il y ait un gâteau Dairy Queen. Faut qu'il y ait un gâteau Dairy Queen. » On arrive là, puis il en reste un. Puis il dit « Peux-tu me marquer quelque chose dessus? » Il dit « Ah non, la personne qui est capable de marquer, elle n'est pas là. » Puis là, il arrive à la maison, puis là, il est comme « Ah, c'est Dairy Queen à la merde, ils ont oublié de faire mon gâteau. » Puis là, j'ai pas de nom dessus. Ah, le trou de cul. On le salue. Et voilà. Salut, Jérémy. Sont-ils encore ensemble? Oui, ils sont encore ensemble. Ah, ben j'espère que sa blonde n'écoute pas le podcast. Non, elle est anglophone, on est correct. Non, mais elle doit savoir que c'est un pas fiable aussi. Sûrement qu'elle sait, ça l'a marié, elle sait. Et voilà. Voilà.
Puis tu sais, pour revenir à la finale, puis comment j'ai mieux accepté la défaite cette année que celle de l'année passée. C'était pas en match 7. Puis tu sais, l'année passée, là, les Oilers avaient gagné un match 8-1, un 5-1. Cette année, les deux qui sont allés chercher, c'était des victoires en prolongation, après être revenus de l'arrière d'un déficit de 3 buts. Ouais. Ils ont mené 34 minutes dans toute la série. C'est assez fou, hein? Ouais. Puis je dirais tu ne mérites pas de gagner une série en jouant de même. Il y a la game 1 qui était. Ça me fait mal de dire ça, là. Ouais. La game 1, il était dans le coup, puis pour vrai, toutes les autres games, il n'était pas vraiment dans le coup. C'était terrible. Fait que, je pense que j'ai entendu une stat que les Panthers ont fait 2 buts dans la première période de tous les matchs. Oui, exact. Ouais. T'sais, bonne chance de gagner une série comme ça. Là. Puis ils ont été dedans pareil. Puis c'était pas de la game 2 qui perd. Mettons qu'ils gagnent la game 2 en overtime. Là. Ils retournent à Panthers. Ils retournent à domicile à 3-1. Oui, exact. Ah ouais? Ça peut être vraiment différent, mais ils n'ont pas. Ça aurait pu passer. Là. Puis c'est ce qui fait mal aux Oilers aussi, c'est que les Oilers de saison, leur power play est une arme fatale. Puis en playoff, il n'y en a pas de punition. Fait que ça, c'est une grosse arme qu'ils ne peuvent pas se servir en série. Puis même quand il y en a eu, le power play n'a pas tant roulé. Non, en plus, mais ils n'ont quasiment pas joué non plus. Fait que c'est une question d'habitude aussi. Là. Power play, c'est vraiment des microsecondes que tu vas chercher partout, que tu perds parce que tu le fais pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de punition. C'est un cercle vicieux tout le temps. Puis parlant de vicieux, le Marc est redevenu Marc Mandé. Et voilà. Bon, voilà. Hey, moi j'ai pogné de quoi par Frank Saravalli aujourd'hui. Puis, de quoi, comme une maladie vénérienne? Ouais. Oui, entre autres. Ouais. John Gibson est devenu un des joueurs que je déteste le plus. Oh! Au trade deadline, il y avait un échange en place pour John Gibson qui s'en venait avec les Oilers. Et John Gibson n'a pas voulu lever sa clause de non-échange parce qu'il ne voulait pas partager le travail avec Stuart Skinner. Premièrement, tu es un esti de loser si tu penses que automatiquement tu tombes deuxième en arrière de Stuart Skinner. Ouais, ça part mal. Ben, il pensait qu'il allait partager le travail avec Stuart Skinner? Ouais, ça a l'air que c'est la raison qu'il aurait donné. Il ne voulait pas partager le travail avec Skinner. Fait que reste dans ta merde, Anaheim. Puis suce la mienne. J'en revenais juste pas. Parce que je m'excuse, là, mais ben, même avec un John Gibson, parce que c'est facile de jeter le blâme sur Skinner et sur Pickard. Mais Callis, pareil comme que Vandal puis moi, on disait lors du dernier match, quand Brett Kulak est ton meilleur défenseur, t'as un fucking problème. Ça va mal en crise. Puis Evan Bouchard, là, est-ce que je peux maintenant péter mon asti de coche sur cette asti de vêlure, là? Comment maintenant? T'as jamais vraiment arrêté, non? Bon, non, mais là, c'est pire que pire, là. Écoute, un asti de défenseur qui passe son temps à essayer de clearer son territoire avec un revers, que t'as pas de revers. Si t'es Sidney Crosby puis tu fais ça sur le revers, que t'as le meilleur revers de la fucking ligue, je m'en sac, tu sais. Mais Evan Bouchard, le style frileux, le premier but, là, c'est parce qu'il a peur de se faire frapper open ice, crée le revirement, bingo, paf, c'est fini, là. Puis backcheck pas. Ah, la style de manette déconnectée que je t'en ai. C'est l'enfer. Ah non, il est juste horrible. Hein. Il est lâche, il est peureux, puis il va aller chercher 10 millions par année. Puis McDavid veut le garder sur le club. Ouais, puis ça peut pas. Honnêtement, ça peut pas être ton premier défenseur si tu veux vraiment gagner la Coupe Stanley. Puis là, en ce moment, tu regardes ça, tu regardes l'échiquier des Oilers. Ils n'en ont pas de meilleurs défenseurs. Je veux dire, ils n'en ont pas de bons défenseurs capables de prendre un poste de numéro 1. Ils n'ont pas de défenseur point, pour vrai. Là, tu sais, là. Mathias Ekholm est rendu trop vieux, il est rendu trop inconstant. Je suis pas prêt à dire que c'est parce qu'il est trop vieux, c'est parce que
il est revenu au jeu puis il n'aurait pas dû revenir. Il est revenu parce que c'était les playoffs. Parce que c'est pas les comptes que j'ai vu jouer toute la saison. Là. Non, clairement, mais c'est justement revenir de blessure. Il était hypothéqué à cet âge-là, c'est de plus en plus rough. Fait que, tu peux pas te fier sur un Mathias Ekholm pour être ton numéro 1. Tu peux pas te fier sur Evan Bouchard en tabarnak pour être ton numéro 1. Tu peux pas te fier sur Nurse. Toute la défense est suspecte. Fait que tu peux pas c'est un bon bottom four, tu sais. Exact. Mettons, les 6 ensemble, c'est un bon bottom four. Ouais. Puis c'est ça qui a fait la grosse différence parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le monde parle de Bobrovski. J'ai pas trouvé Bobrovski si bon que ça. J'ai trouvé qu'il était shaky souvent. J'ai trouvé qu'il était shaky souvent, hors position souvent, mais ça paraît pas parce que ses défenseurs sautent sur tous les rebonds. Exact. Les rebonds ne sont jamais disponibles à l'autre équipe. Puis il n'y a pas de trafic en avant du net, ils font le ménage, puis si Bob voit la rondelle, même si c'est shaky, la première rondelle, il va toujours l'arrêter. C'est ça. Même s'il est hors position, la première rondelle, c'est rare qu'elle passe. Il peut être hors position comme tu veux, mais s'il ne voit pas la deuxième, il n'y a pas de problème. Exact. Si dès que lui, il a fait la première arrêt, qu'ensuite, paf, tout est reparti, qu'il n'y a pas de retour puis rien, il n'y en a plus de problème, là. Exact. Mais de toute façon, y a-t-il une équipe d'un dernier champion de la Coupe Stanley qui n'avait pas une bonne défensive? Je pense que non. Non, c'est sûr que non. Il y avait toutes des grosses défensives. Il y avait tout au moins 3, sinon 4 gros défenseurs. Des bons défenseurs qui step up. Je pense que ça reste encore le modèle de playoff, gros défenseur physique. Ça a même servi Canadien pour qu'ils se rendent en finale là, dans l'année COVID. Ben oui. Golden Knight, ça leur a servi aussi. C'est pas nécessairement des joueurs, des défenseurs étoiles, il faut peut-être des défenseurs qui font le travail. Point. Ouais. Tout le temps, des gars stables. Tu peux pas prendre des jours off en playoff, puis à Edmonton, il y a beaucoup trop de joueurs qui prennent des jours off. Puis quand ça tombe en même temps, ben, c'est juste la débandade. Parlant de débandade, on a Marc débandé. Eh oui. Débandé. Ouais, débandé. Mais c'est ça. Ces joueurs-là, ils vont peut-être te coûter des games dans la saison. Tu ne gagneras peut-être pas la division. Exact. Mais en playoff, ils vont te faire la différence. Quand le jeu se resserre, il y a moins d'espace, quand le moins des punitions. Le gars est un peu plus lent, mais il est capable de rester sur le jeu. En saison, c'est différent parce que si tu es un peu plus lent, tu te fais passer, c'est pas long. Les grandes montées de McDavid, là, on n'en a pas eu dans les finales. Faites un but en finale. Ah oui, c'est ça. Il a tellement été surveillé. C'est de sa faute, là, puis je ne veux pas dire qu'il ne va jamais gagner, mais il n'est pas produit. Fait que c'est comme ça. Si lui ne produit pas, ça ne vaut plus rien, cette équipe-là. Non, exact. C'est comme on disait avant que tu arrives. Si Connor McDavid ne produit pas et est trop surveillé, c'est Adressaitel de se lever puis il ne l'a pas fait non plus. C'est une équipe. Toutes les autres, là. C'est trop un monstre à deux têtes. On le sait, tout le monde le sait. Un moment donné, ça va prendre des changements, mais comment tu le fais, le changement? Peu importe ce que tu vas faire, tu te mets dans la marde. Ouais. Si tu décides d'échanger Léon Draisaitl, puis tu ne gagnes pas la coupe après, tu es le pire des jeux de l'histoire de l'humanité. Si tu trades Connor McDavid, même histoire. Il y a beaucoup de risques. Puis si tu fais le statu quo, puis tu te croises les doigts, tu vas moins de fois pointer. Il ne faut pas oublier que c'est Stan Bowman, le GM. Aussi. En plus. C'est un peu la même situation. Pas sûr que je veux lui laisser ça dans les mêmes aussi, trade McDavid. Mais tu sais, c'est la même situation qu'à Toronto. Là. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils se sont dit si on fait un échange, on risque de se mettre dans la merde, on va se croiser les doigts et rien faire. Puis là, ils sont rendus à croiser des chemins parce qu'il n'y a plus rien à faire. Edmonton, ça s'en va. Toronto, là. Au moins, Edmonton ont fait 2 finales. Tu sais. Oui, au moins. Oui. Puis mais tu sais, c'est ça. Il faut qu'ils prennent des Calice! Je m'absente genre 3 minutes pour aller voir mon gars qui revient de sa fête de finissant du primaire. Là, vous êtes en train d'échanger McDavid? Non. Je dis qu'à Mané, il faut que tu prennes une décision à Mané, qu'est-ce que tu fais avec ce club-là. Puis c'est plus facile de juste garder le statu quo. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose avec ce club-là, puis je ne sais pas quoi faire pour vrai. Il y a la profondeur que se sont ramassés avec tous leurs joueurs suspects, ça n'a juste pas fonctionné. Arvidsson, ça n'a pas marché. Skinner, ça n'a pas marché. Sais-tu qui va décider si McDavid est tradé ou pas? C'est McDavid. Si McDavid, lui, décide, regarde, ça ne marchera pas, votre petit plan. Là. Je ne signe pas l'année prochaine, je sais qu'il y a un Je ne signe pas l'année prochaine. Trouvez-moi une place qui veut gagner, genre là. Et moi, je pense que si je suis Connor McDavid, là,
Savez-vous ce que je pense que je fais? Je pense que je leur dis, OK, je re-signe 1 an. 6 millions par année. Là. Si on gagne la Coupe Stanley, vous me donnez un bonus de 10 millions. Mais là, ça ne pourra pas être sur mon dos qu'il n'y a pas de place sur la match. Je vous fais un cadeau de 10-12 millions. Là, allez, là, gagner. Sinon, je décalisse. Le fuck, c'est que je ne sais même pas, tu sais. Ça fait niaiseux de dire ça parce qu'ils viennent de faire 2 finales. Là. Je ne sais même pas s'ils sont à 1 ou 2 joueurs de battre les Panthers. Moi, je pense qu'un bon défenseur est juste un bon gardien, pas un top gardien. Juste, je pense qu'un bon gardien, ça, c'est un must. Mais un bon défenseur. Genre, ne re-signe pas Evan Bouchard. Sers-toi de cet argent-là pour aller te chercher 1 ou 2 défenseurs juste pour molder ça. Mais c'est le club de McDavid. McDavid a dit qu'il voulait garder Bouchard. Fait qu'il va être là. Fait qu'il va être là. Je veux pas péter ton beau scénario, là, mais clairement, il va rester. Là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il aille chercher Jeff Petrie sur les agents libres. Je pense que ça changerait de clé. Je pense qu'il irait du bon côté. Sais-tu quoi? Je pense que j'accepterais plus d'avoir Jeff Petrie à 3 millions par année qu'Evan Bouchard à 10. Je l'ai dit. Je prendrais Mike Matheson avant. Ouais, je sais. Ça me shake encore, même quand tu le redis. D'après moi, tu retournerais chercher Tyson Berry encore. Dans l'histoire du sport, là, quand un joueur essaie de jouer GM et qu'il veut garder son monde, ça marche jamais. Ça marche. Non. C'est toujours un désastre. Ouais. C'est dans n'importe quel sport que j'ai suivi. Je n'ai jamais entendu un joueur qui disait « je veux ce gars-là, puis ça marche. » Jamais. C'est très rare que ça marche. J'ai hâte de voir. Je pense que l'été va être intéressant dans la Ligue nationale, pour vrai. Là, il va y avoir, on a un repêchage fucked up, là, que genre, t'as les 2 premiers qui sont locked in, puis tout le reste, ça va être un peu de la folie. Là. D'ailleurs, parlant de repêchage, si tu me permets, garde ton idée, mais pendant qu'on est là-dessus, suivez nos réseaux sociaux. Cette semaine, les boys ont fait un mock draft. Quand je dis les boys, c'est tout le monde sauf moi. Parce que. Ben non, mais. Non, mais c'est parce que j'ai juste voulu être 100% honnête. Cette année, j'ai 0 suivi ça. Fait que, tu sais, j'aurais juste radoté ce que j'ai lu ailleurs. Fait que ça n'aurait rien donné. Fait que je trouvais pas ça honnête pour vous autres qui faites ce travail-là. Fait que moi, je l'ai juste pas fait. Mais bref, à chaque jour, cette semaine, il va y avoir un top 6 ou un top 7 qui va nous amener jusqu'au show de jeudi. Et le show de jeudi va être un show à la veille de ce fameux draft-là qui va porter sur le repêchage avec le mock draft de la POC. Et on l'espère, j'attends la confirmation, les boys de Street Scout qui pourraient être avec nous. Ben oui, les autres, ils auraient pu t'en faire un mock draft. Ils en ont déjà, en fait, ils n'ont pas fait un mock draft, ils ont plus sorti un ranking Street Scout qui se sont entendus, ils ont comme fait un show là-dessus pour s'entendre sur un ranking final. J'aurais pu prendre n'importe quelle liste puis juste envoyer ça, mais je trouvais pas ça honnête. Moi, je dis le mock draft de la POC, là, si on a 3 choix corrects, là, ça va être impressionnant. Mais il faut comprendre aussi que. Mais je pense que les mock drafts de tout le monde, ça va être ça. Un mock draft, c'est plus une évaluation des besoins pour décider c'est qui vont prendre versus c'est quoi qu'ils ont besoin. Exact. C'est ça, pas nécessairement la liste des meilleurs joueurs. Tandis qu'une liste, je ne l'aurais pas faite de la même façon. Une liste, clairement. Pour moi, c'est vraiment tel joueur, moi, je le trouve meilleur que lui. Ouais. Lui que je vois le plus haut dans mon estime dans le futur. Puis, mais j'ai fait cet exercice-là assez souvent, des mock drafts, pour savoir que des fois, Puis j'ai essayé de me laisser aussi un peu inspirer par... souvent, tu as des équipes qui draftent pas très bien. Fait que j'essayais de me mettre comme c'est qui pourrait aller chercher cette année qu'on va faire. Ah, ils sont encore en train de drafter tout croche.
c'est rare les années où est-ce qu'un mock draft est encore bon après le top 3. Puis genre même l'année passée, là, si ton mock draft est encore correct au 3, ben Anaheim t'a fucké ça avec Seneca. Ouais. Puis même Chicago doit te l'avoir fucké aussi. Oui. Fait que tu sais, ouais, je pense que le top 2 l'année passée, il n'y a personne. Puis l'année de Slavkovski, ben, il a scrappé au premier choix. Oui, exact. Parce que pour moi, le meilleur défenseur, parce que tout le monde était right. Puis ils ont sorti Levchunov 2. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne. L'autre a sorti 12. Il a sorti maintenant, là, 4 ou 5 défenseurs avant. Regardons qui avait raison. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, cette année, à part du premier choix, Même du choix 2 à 6. Même le premier choix, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que le premier choix est contesté. Il n'est pas aussi incontesté parce que ça a déjà arrivé un défenseur à blessure qui a eu une grosse blessure comme ça à son année de draft, puis c'était Jamie Drysdale. Vous connaissez tout le parcours de Jamie Drysdale. Là. Je n'ai pas besoin de vous le repasser. C'était un joueur qui avait de grandes promesses que tout le monde voyait comme un gros défenseur numéro 1 qui mange les minutes. Puis regardez, il n'a jamais réussi à se sortir de ce pattern de blessure-là. Hey. Le show du draft, c'est la semaine prochaine. Le show du draft, c'est la semaine prochaine. Mais ça reste que Matthew Schaefer, c'est pas un clear cut. Faut que je mette de l'ordre du site. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que des défenseurs numéro qui ont été choisis premier overall, il n'y en a pas gros à date. Ils ont réussi à être bons. Le dernier, c'est Ekblad? Ah non, c'est Dallin. Owen Power, c'est le dernier. OK. T'as Owen Power, Dallin, t'as Ekblad, t'as... Dallin, on peut dire qu'on est correct, là. Ben, il est bon, mais tu sais... Powers puis Ekblad, ben, Powers est jeune encore, là. Mais on va dire que Ekblad... Pour un premier overall, puis même Dallin pour un premier overall. Ekblad, c'est quoi, 10 ans? Ça a pris 10 ans avant qu'il gagne une Coupe cette année? Chose de même? Puis tu sais, après ça, t'as Eric Johnson. Ouais, puis il n'a jamais été aussi bon que ce qu'on pensait qu'il serait. Non, vraiment, non. Puis non, mais c'est un peu comme J.B. Meester, tu sais. Il était bon, mais il était solide, mais c'est tout, tu sais. C'est ça, fait que des Edmonds, il n'y en a pas beaucoup. Edmonds, c'est un first overall, non? Non, c'est un 2. C'est un 2? Non. Ouais, puis tu sais, là, après ces autres first, c'est Jean-Chris Phillips puis Ed Jovanovski, là. Fait que, tu sais, c'est tous des joueurs qui ont eu des belles carrières, mais tu sais, des first overall défenseurs, le dernier qui a été vraiment un joueur dominant, c'est Denis Potvin. Tout ce qu'il y a eu après ça, c'est tout... Tu sais, il y en a des bons, là. Dallin, il est excellent. Ben, Dallin, je le rentre dans les dominants, c'est juste qu'il joue pour un esti d'équipe de piochons du calice, là. Mais Chris, il va quasiment se chercher un point par match avec cette équipe de piochons-là. Mais tu sais, je me dis, si Montréal était premier cette année-là, probablement qu'il aurait pris Kotkaniemi au lieu de Dallin, puis il aurait eu de l'air encore meilleur. Ouais, probablement. Probablement. Imaginons. Eh boy. OK, fait que je pense qu'on a fait le tour de la finale. Il a déjà commencé à avoir plein de rumeurs. Il y a déjà eu des signatures. Exact. Il y a déjà eu un des joueurs de centre que certains avaient déjà qualifié comme une cible pour le Canadien, qui a déjà signé, Matt Duchesne, qui signe 4 ans à 4,5 millions, qui est toute une aubaine. Parce que même ton année 3 puis 4, à 4,5, il ne te fera pas si mal que ça, cette masse-là. Il a signé où? J'ai pas vu ça. Il a signé à Dallas. Dallas. Il a signé à Dallas, ouais. Les seules choses avec Matt Duchesne qui font un peu chier, c'est que les 2 dernières années, il y a eu des très bonnes saisons, puis les 2 fois, il a disparu en playoff. Ouais. Sans mal jouer. Il jouait bien, mais il ne produisait pas. On dirait que tu décris 80% des Stars de Dallas. Quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont écrasés. Là. Parce que s'il y a une équipe qui était supposée de donner de la misère aux Panthers, justement, là, c'était supposé être eux autres. Vraiment. C'était supposé être eux autres. Mais bon. Fait quoi, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense que c'est pas une bonne signature pour Dallas? Il n'y a pas personne qui pense ça. Ben, je pense pas. Là. À ce prix-là,
Mais clairement, ils voyaient le potentiel de gagner encore avec eux autres. Là. Pour vrai, la fenêtre est encore ouverte. Là. J'ai hâte de voir les pas détails. 4.5 à un gars de 4e ligne. C'est correct. Surtout quand t'es les Stars. On that note, il y a une rumeur que les Oilers donneraient 4 millions par année à Trent Frederick pendant 8 ans. Calice. Dusty. On se rappelle hein, de Marc Bergevin qui s'attachait à ses joueurs bottom 6. Là. On dirait qu'on a un autre qui triple là-dessus avec les Oilers. Là. Tu donnes pas 8 ans à Trent Frederick. Ça fait pas... Si je suis tanné, je suis parce que cet argent-là, ça aurait pu servir pour comme... Je sais pas, là... Un bon défenseur à 4 millions, ça se peut encore. Ça, c'est un GM qui veut se défendre d'avoir surpayé pour aller chercher ce gars-là au deadline. Voilà, surpayé, il a donné un petit prospect de marge. Ça, je pense pas. Mais c'est juste, c'est ça. Tu essaies de couvrir tes arrières, mais c'est sûr. Je pense pas que ce serait une bonne signature. Ça a leaké, mais ça n'a pas sorti officiellement. Je sais pas c'est quoi qui se passe de ce côté-là. Mais... C'est quoi, 4 ou 4.5? Non, peut-être bien. Il disait 3.5. Il parle entre 3,5 et 5. OK. 3,5, ça me dérange pas. Mais 8 ans? Non, 8 ans, c'est ça. Là, c'est un problème. 3,5, 4 ans. J'aime mieux donner plus de cash pour moins de temps. Exact. Tu vas payer 4 par année pour 3. Tu sais. Ouais, ça serait parfait. Mais c'est pas le genre de gars, quant à moi, que tu mets à long terme. Puis, même si c'est un joueur qu'Edmonton a besoin, comme son skill set, là, Edmonton en a besoin, mais c'est des joueurs que tu peux trouver dans la ligue. Là. Justement, ils l'ont trouvé au trade deadline. Tu peux en trouver d'autres comme ça. Là. Fait que tu n'as pas besoin de locker ces gars-là long terme. Tu lockes des gars long terme, des gars de talent, des gars de but, des gars d'assist. Quant à moi. Je peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Là. Aussi, au niveau, il y a eu un move qui a été fait aujourd'hui. Mason Marchman qui a été échangé des Stars au Kraken contre un choix de 3 et un choix de 4. It is what it is, là. Non, ben c'est ça. Il te coûte pas cher, là. Ça reste un gars de 50 points qui te compte 20 buts pour un 3 et un 4. C'est un très beau move. Il y a 30 ans, fait qu'il va baisser tranquillement, mais il y a encore 2-3 bonnes saisons faciles en arrière de la cravate. Très, très bon move du Kraken. Puis Dallas, il n'y a pas trop de choix parce que l'argent commence à manquer. Ouais. Bon, il manque de papier sablé un peu à Seattle. Ça va faire du bien là-bas. Ils ont beaucoup de joueurs qui se regardent jouer là-bas. Fait que ça va faire du bien d'avoir un gars un petit peu plus grinder là-bas. Ça aurait pu être pas payé pour Edmonton, lui? Oui, vraiment. Puis c'est un gars qui ne coûte pas trop cher. En plus, à 4,5 millions, c'est un gros gars. Il y aurait effectivement... Ouais, mais l'affaire, c'est que tu n'as même pas de place à Edmonton. Ben, tu ne re-signes pas Trent Frederick. C'est ça. Ouais, mais tu sais, écoute, tu sais, genre les gars que tu voudrais trader à Edmonton, là, genre les Henrik, les Kane, Arvidsson, qui ont tous des no-movement ou des no-trade. Non, exact. Fait que t'es baisé, là. Tu t'es peinturé dans le coin solidement, là. Fait que, justement, va chercher Marchman que tu sais qu'est-ce que tu vas payer pour le temps que tu vas le payer, puis that's it. Laisse passer Frederick. Là, live, là... Tu au moins, tu as une certitude salariale. Avec live, là, les Oilers... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a au long, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. T'sais. Les Oilers, live, là, ils ont 11 millions de cap salarial. Puis tout cet argent-là va, en théorie, à Evan Bouchard. Voilà. Ouais. Puis là-dessus, il te manque un attaquant. Puis là, t'as Max Jones qui joue, puis David Tomasek. Là. Ton attaquant, c'est Matt Savoie, probablement. Ouais, tu rentres Mathieu Savoie, mais ça reste que c'est pas un gars avec qui tu vas gagner grand-chose. Tu rentres Matt Savoie, puis tu gardes... Non, mais il peut solidifier ton middle six, justement. Là. J'ai l'impression que... Moi j'ai toujours l'impression que ce gars-là, c'est un top 6 ou rien.
Moi, j'ai hâte de le voir de jouer dans le show, voir ce que ça va donner, là, parce que pour vrai, ouais, une vraie chance, là. C'est ça. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais Il n'y en a moment... pas eu, là, mais ça reste que. J'ai l'impression que c'est vraiment un gars de top 6 où il ne se passera pas rien. Non. Puis là, c'est ça, à Edmonton, il y a une job à faire, hein, clairement. Il va falloir qu'il fasse... Si tu signes Evan Bouchard dans les montants qui a été parlé à 12 millions, ben clairement, il faut que tu fasses un ménage. Hein, parce que tu perds Corey Perry, Skinner, c'est qui voilà, Frédéric à 4 millions. Fait que juste avec Frédéric à 4 millions, il te manque déjà 4 millions pour signer Evan Bouchard. Là. Fait que clairement, tu veux ramener Corey Perry qui va redemander de l'argent parce qu'il y a encore eu des séries assez hallucinantes. Fait que, je pense pas qu'il va signer un contrat au minimum malgré tout. Puis si tu as besoin d'argent pour ajouter de la profondeur, fait que ça va être un drôle d'été là, à Edmonton, ça va être drôle à voir. Ben, drôle ou à pleurer, là. Ça dépend de ton point de vue. Là. Faut pas que tu oublies que tu payes encore pour le beau contrat de Jack Campbell aussi. Ouais, aussi, ouais. Il coûte 2,3 millions pour sa masse salariale l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Au niveau des rumeurs aussi, ça serait la dernière saison d'Evgeny Malkin avec les Pingouins. Ouais. Que lui ne voudrait pas nécessairement revenir, puis les Pingouins ne voudraient pas nécessairement le re-signer. C'est surtout que les Pingouins auraient dit qu'ils ne referaient pas un contrat après, là, que c'était la fin. Fait que j'ai hâte de voir. T'sais, lui, il a toujours dit qu'à la fin de son contrat, il s'en allait dans le KHL. On est arrivé au bout. Ça a été tendu de retourner? Je ne le sais pas. Les choses ont changé depuis, je ne sais pas, là, quand il a signé son contrat, c'était quoi, en 2020? Là? Non, ça fait pas si longtemps. 2022, non, c'est... Ça fait 3 ans? 2-3 ans, mais en tout cas. Ouais, je pense que c'est 2 ans, parce que je pense qu'il a signé 3 ans. Fait que, il y a la guerre en Ukraine qui est partie depuis ce temps-là. Ça te tente-tu de retourner en Russie avec tout ça? Ben, peut-être que oui, je ne suis pas dans ces bobettes. Là. Mais tu sais, je ne sais pas si ça est tant que ça d'aller dans le KHL. Tu veux-tu rester national une couple d'années de plus? Tant qu'à être à Pittsburgh, clairement, ils vont finir par rebâtir. Tu vas-tu ailleurs? Tu prends-tu ta retraite? Je ne sais pas ça va être quoi le plan de Malkin, mais les Oilers vont aller le chercher pour le faire jouer sur le 4e trio, peut-être. Tu sais, c'est quoi la valeur de Malkin sur le marché des échanges? Je ne le sais pas, pour vrai. C'est au moins un first. Je dirais un first, un prospect B, peut-être? Tu sais, il a ralenti beaucoup, mais en même temps, c'est ça. Ça dépend quel Malkin que tu as. Si tu le ramènes à quelque part et qu'il repogne le goût de jouer au hockey, je pense que la manière qu'il jouait, clairement, il n'y avait plus tant de fun que ça. Si tu le mets dans l'équipe et qu'il a le goût de jouer au hockey, ça peut être vraiment intéressant. Mais ouais, clairement, un first avec un prospect B, je pense que ça a bien du sens. Moi, si je suis Canadien, je l'essaye. C'est juste un an en plus. Moi, bizarrement, là, je pense que Malkin a plus de valeur que Crosby. Tout simplement parce que Crosby va décider où est-ce qu'il va. C'est un bon point. Quand même, c'est vrai que Crosby, c'est ça. Il va dire, moi, tu sais, si Crosby dit aux Pingouins, OK, moi, je pars et je m'en vais à New York ou avec l'Avalanche. Genre. Ben, ça vient de te couper les jambes en esti et essaie d'aller chercher le meilleur deal que tu peux avoir. C'est ça. À la Brad Marchand cette année, là, c'est exactement ça. T'sais, le monde a bien chié ses Bruins, mais clairement, ils ont tradé Brad Marchand parce que Brad Marchand voulait aller, puis ça t'enlève beaucoup de pouvoir de négociation quand tu le sais que le gars, il va chez dans ton club ou nulle part ailleurs. Fait que tu ne payeras pas tant que ça. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, je paierais plus pour Crosby que pour Malkin. Oh, ben, s'il veut venir jouer avec moi. Oui. Je paierais plus. Oui, en valeur absolue, Sidney Crosby vaut beaucoup plus. Mais dans la façon que ça va se passer, je pense que tu peux ramasser plus avec Malkin qu'avec Crosby. Oui, mais moi, je suis les Pingouins, là, puis Crosby me dit ça, je dis, ben, check, tu vas-tu tout faire avec nous, Big Boy, là? Si tu ne laisses pas ben, je pense que ça ne dérangera même pas de s'étouffer là. Je pense que ça ne dérangerait pas de s'étouffer là. Parlant si j'ai pas au moins un first puis un prospect A pour Crosby, moi, je l'échange pas. Ah, c'est sûr que tu aurais ça. C'est sûr que tu aurais ça. Mais soyons honnêtes. Ben, c'est ça. Sidney Crosby te valerait au minimum
2-3 choix de première ronde, puis quelques prospects. Puis pas des prospects obscurs, là, c'est des gars qui sont presque NHL ready ou, tu sais. Ça va être du gros stock. Ça va être du gros stock. Puis parlant de Sidney Crosby, je suis allé chercher ça. J'ai pogné ça dans un reel qui passait. C'est Max Talbot qui a passé sur le podcast de Hugo Girard. Puis il parlait de leur première saison à Pittsburgh, quand que Mario Lemieux était là aussi et tout, là. Puis je trouvais que c'était comme bien intéressant, puis ça te permet de comprendre un peu qui est Sidney Crosby. Je vous fais écouter ça, puis on va en discuter après. Mario Lemieux qui est un propriétaire, qui est un homme incroyable avec un aura super. Puis là, Sidney Crosby s'en va habiter chez lui. Sa première saison, c'était ma première saison, puis c'était la dernière saison de Mario. Fait qu'il y a comme le passage de flambeau. Mais Sid, à 18 ans, c'était le leader le plus mature que j'ai rencontré de ma vie. Là. Je me rappelle, là, on avait une équipe de vétérans à 18 ans, on sortait beaucoup. Là. C'était la vieille culture. Là. C'était Mario, c'était Mark Recchi, John Leclerc. Des deux cultures. Oui. Là, Sid, à un moment donné, je vais toujours me rappeler, on était à Chicago. Prendre un verre de vin, hein, la veille d'une game. La veille d'une game? Moi, dans le temps. Là, et ça, c'est la vieille culture. La vieille culture. C'était, tu sais, les pratiques du matin, là, ça a été inventé pour suer l'alcool de la veille. Dans la vieille culture, c'était ça, là. T'appelles ça un morning skate, t'as sweat it out, là. Tu sais, fait que les gars, la veille d'une game, là. Les gars, là, ils la pétaient pas mal à l'époque. À l'époque, ça a changé beaucoup, là. Fait que je vais toujours me rappeler, Sid à 18 ans, à Chicago, there's something wrong. Ça devrait pas être comme ça, tu sais. Là, après ça, l'année d'après, ben là, Stahl, Malkin, Fleury, tous les jeunes ont arrivé. Sid, il a pris le flambeau, puis on a développé une culture. Fait que c'est là que la dynastie, la deuxième dynastie de Pittsburgh s'est construite. 100%. Tu sais, t'as pas le choix d'embarquer dans la machine. Tu peux pas suivre Sid, ça marchera pas. Puis tu veux le suivre parce que crime, ça fonctionne, son affaire. Ça en dit long quand même sur qui est Sidney Crosby, qu'il débarque là à 18 ans. Puis genre, il catch tout de suite que, ben non, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens d'aller se péter à la face la soirée avant une game. T'as 18 ans, Carlis, t'es supposé de vouloir ça, tu sais. Ouais, c'est là, tu vois, c'était une différence aussi. C'était deux. Quand Crosby est arrivé dans la Ligue nationale, c'était vraiment deux mondes. T'as vraiment les vieux de la veille de Pittsburgh qui avaient ramené, je pense à Ricky et Leclerc là, en partant. Là. Mais c'est ça, t'avais des vieux de la vieille, puis t'avais la nouvelle génération qui s'en venait. Puis Crosby, ça a été un leader par tout ce qui a passé, malgré que je l'ai vraiment pas aimé au début. Mais c'était un dieu du hockey, là, littéralement. Ah, vraiment. Vraiment. Marc, tu as eu des problèmes. Ça explique un peu pourquoi. Es-tu revenu avec nous autres ou. Moi, je pense que son micro, il marche pas. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Anyway, moi, ça explique un peu pourquoi les Penguins, c'est une équipe de pioche avant Crosby, justement, tu sais. Ouais. Tout le monde allait se péter à la face avant des soirées avant les games. Oui, clairement. Peut-être que c'est plus ça que ça explique. Mais je pense que c'était à travers la Ligue au complet. Il y a eu un changement de mentalité. Là. Je ne sais pas si vous avez pu. Je ne me rappelle pas c'est sur quel podcast, en tout cas, qu'ils ont reçu Gretzky. Puis qu'il disait Connor Bedard qui se vend partout, qui n'a jamais mangé de junk food, puis qu'il va jouer. Ouais, je l'ai vu. Qui va être le meilleur. Puis t'as Crosby qui est comme. Puis il dit à Crosby, à Gretzky, il dit tout le monde sait que toi et Bernie Nichols, dans le temps, vous alliez au McDo avant chaque game. Ouais, tout a changé. Il disait des fois, il se pognait une pointe de pizza ou un hot dog à l'aréna parce qu'il avait faim avant la game. Entre les périodes. Tu sais, dans le temps, le training camp, c'était un camp d'entraînement. Tu arrivais au camp out of shape. Un camp de remise en forme. C'était littéralement ça. C'était vraiment ça. Puis là, tu arrivais là, out of shape, avec ton 10-15 livres à perdre. Après la première pratique, la majorité des gars allaient... Pendant la première pratique, les gars allaient vomir au banc. Exact. Puis, ouais, non, c'est ça. C'était... Fait que, tu sais, oui, la mentalité a vraiment changé. Où est-ce que les gars... C'est qui j'ai vu...
J'ai vu quelqu'un cette semaine, je me rappelle pas qui en tout cas. Puis tu sais, j'en ai dit, ouais, là, j'ai eu comme 2 semaines de vacances, puis là, ben, tu sais, je recommence à m'entraîner. Tu sais, il n'y a plus d'histoire de on passe une dérape tout l'été, puis ben, sauf si t'appelles Huberdo, genre, mais... Ouais, puis quand ils gagnent la coupe, ils boivent de la Bud Light. Là. Ouais. Ouais, mais après 25 Bud Light, ça compte plus, là. Que ce soit de la light ou non. C'est comme Vandal avec Saint-Michel. Et voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais il reste qu'avec... tu prends 24 Michel, ça vaut à genre 2 bières blanches. Fait que t'es encore gagnant, ça vedette. Ouais, je sais pas. Écoute, je connais pas ton calcul, là, mais... Tu regarderas, puis c'est pas mal ça, pareil. OK. C'est assez malade. Fait que là, ce monde-là, le Ricky, puis tout ça, il faisait ça quand le mieux était dans l'équipe? Ah, le mieux le faisait aussi. Le mieux le faisait avec eux autres. Le mieux? Ah ouais, ça me surprend, le mieux. Ça n'a pas de l'air... C'est un gars qui mange un Snickers avant une game, ça finit là. Non, mais c'était plus le genre à aller boire une bouteille de bon vin. Avec un steak. Ouais, tu sais, la journée avant la game. Ah, fait que c'est lui le problème, dans le fond. Ben, c'était peut-être un des problèmes, oui. Mais. Ben, il était propriétaire dans ce temps-là aussi, fait que ouais, c'est ça. Qui va dire, hey, sur son chandail. Ouais, c'est ça. C'est comme qui va aller dire. Excuse, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Ça peut, je vais aller dans mon char chercher ton contrat. C'est ça. Regarde, c'est qui? Ah, ben, Calis, c'est moi. Je reconnais pas cette signature-là. Voilà. Starship Trooper. Ouais, non, c'est ça. Puis, on va finir ça avec 2 autres rumeurs. Au grand désarroi de Jean-Philippe Vandal, Nicolas Ehlers et la Caroline, ça serait un match. Ouais, j'ai vu ça passer aussi. C'est pas mal. Au grand désarroi des fans du CH, il y en a plusieurs qui voyaient Ehlers ici parce qu'il est chum avec Patrick Laine. Laine qui était au match de la finale de la Coupe Stanley aussi. Oui. Puis qui est allé dire nous autres, on a battu les Panthers 4 fois cette année, on n'a jamais perdu contre eux autres. Fait qu'elle est toute chier. Je pense que c'était vraiment magique. Ouais. Mais oui, c'est ça. Là, ça a l'air que le fit, ça commencerait déjà à se discuter. Là. Hurricanes, Nicolas Ehlers. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais tu sais. Au fait, il va être rendu dans un autre club. Il y a beaucoup de. C'est très possible avec les Kings. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont regarder de ce côté-là. C'est un gars qui a un contrôle de la rondelle assez incroyable. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu un peu plus de blessures dans les dernières années. Mm-hmm. Mais quand il est là, il performe beaucoup et il vient de sortir une super saison. Puis il est dans les agents libres pas trop vieux à 29 ans. Là, fait que clairement, son nom va circuler beaucoup. Puis, c'est clair qu'il y a encore du bon hockey dans ce gars-là. Là. Ah oui, il y a encore un 4-5 ans, mais c'est ça. Si tu le signes à 7, là, tu le sais qu'il y a une couple d'années qu'il va avoir de trop, mais tu n'auras pas trop le choix parce que je pense qu'il y a facilement une dizaine d'équipes qui vont être intéressées à ça. Oui, c'est clair. C'est clair. Et une rumeur farfelue que quelqu'un a mis ici que moi, je n'ai pas vue. Bowen Byron s'en irait à Vancouver pour que Quinn Hughes soit tradé après. J'avais déjà entendu parler que Quinn Hughes en aurait un peu plein le cul parce que clairement, à Vancouver, on pense que gagner, il faut que tu t'appelles Peterson. Exact. Ils vont essayer d'aller chercher le plus de Peterson possible. Ils vont en trouver d'autres. Mais tu sais, c'est logique, puis pas en même temps. Si c'est vrai que, si Quinn Hughes a dit, genre, là, je t'ai écœuré, puis tu commences à me magasiner, je ne veux plus rester ici, ben, tu le fais avant de l'échanger, c'est plus logique, parce que clairement, si tu trades Quinn Hughes, puis après ça, tu t'en vas voir les équipes pour dire, hey, j'ai besoin d'un défenseur offensif, tu vas le payer en tabarnak. Fait qu'il y a une certaine logique en arrière de ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va arriver? Ben, c'est pas pour rien qu'on l'a mis dans la catégorie rumeur. Hein. Ça a l'air que c'est Drake Gear qui a dit ça, mais j'ai cherché vite, je n'ai pas vu un post direct où il en parlait. Mais il y a une logique en arrière. J'ai vraiment hâte de voir ce repêchage-là. Je pense qu'il va vraiment avoir plusieurs mouvements un peu bizarres, puis on risque d'avoir du fun.
Ouais, je pense en effet que ça va bouger. Je pense qu'on va avoir un repêchage aussi malade que le repêchage d'expansion de Seattle. J'allais dire celui de Slavkovski. Parce que ça avait bougé. Montréal avait tradé un peu. Oui, c'était malade. Ça avait été un draft de folie. Je pense que il va se brasser bien des grosses affaires, justement, pendant ce draft-là. J'ai bien hâte de voir ça. Je pense que c'est un draft où il y a une tuile qui va tomber un moment donné, puis comme tout, dans faire un effet domino, il faut que le premier domino tombe, puis après ça va y aller. Il va-tu tomber? C'est ça la question. Je pense que pourquoi le premier domino tombe. Dans les rumeurs, tu as va... déjà comme plusieurs équipes qui sont à l'intérieur du top 10 qu'on entend dire qu'ils ne veulent plus de leur pick. Ouais, que le choix est disponible. Ils veulent échanger leur choix pour essayer de soit s'avancer ou le trader pour un asset. Là. Exact. Fait que, il peut y avoir beaucoup de choses dans ce repêchage. Ouais. Puis on va en discuter la semaine prochaine, justement. Manquez pas ça. On va avoir un show spécial sur le draft la semaine prochaine. À la veille du vrai draft NHL. Merci d'avoir été là, les garçons. Merci à toi, mon beau Rio d'amour. On va s'en aller dans l'après-show. Si vous voulez avoir accès à l'après-show, patreon.com/LaPoc. On va faire des fun facts avec la ponceuse dans l'après-show. Et c'est les patrons qui ont accès à ça. Alors voilà, la semaine prochaine, suivez-nous à chaque jour. Il va y avoir un texte de Lucky Luke sur le mock draft de l'APOC, en excluant celui qui parle. Et jeudi prochain, on va discuter du draft en long et en large. Et on se croise les doigts pour avoir notre crossover avec les boys de Street Scout. En les nommant ici, on va essayer de leur rajouter un peu de pression. Alors voilà. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. So long, gay boys!